Bonjour à tous, on va commencer donc cette conférence et on est ravis de participer à cette conférence pour parler de la valorisation des actifs et en tout cas de financement des actions de performance énergétique ce matin. Donc je salue en tout cas les participants ce matin qui courageux et qui se sont levés en tout cas pour évoquer ce sujet. Donc soyez tranquilles, en tout cas on prendra toutes les questions à la fin puisque là on est suffisamment, enfin en tout cas armé pour pouvoir essayer de débattre et d'échanger sur ces montages innovants, en tout cas on l'espère en termes de financement, mais évidemment basés sur des conditions, et on va le voir plus en détail tout à l'heure. Donc je suis ravi d'accueillir Maxime Duvauchel et Stéphane, juste pour, on regardera en plus en détail ce que vous proposez par la suite. L'idée, c'est que tout simplement, on rentre dans le détail sur les actions, notamment de performance énergétique, comme la GTB, qui est une action quand même un peu phare sur le marché français. Et puis après, dans un second temps, qu'on puisse regarder les solutions de financement que la SOFIAC, notamment, propose de manière innovante grâce à son mécanisme de tiers financement. Un modèle qui a connu un certain succès, qui connaît un certain succès en tout cas au Canada, inspiré du modèle ESCO, mais on verra ça plus dans le détail. Voilà, donc ravi de pouvoir commencer cette session avec vous. J'ai évoqué un peu juste une petite introduction pour vous partager quand même qu'il y a un contexte qui a changé. Vous avez tous en tête le contexte qui était celui de l'augmentation des prix de l'énergie, qui était un driver premier pour tous les maîtres d'ouvrage, mais aussi les industriels de manière générale, avec finalement des ROI qui étaient extrêmement courts, on va dire, inférieurs à 5 ans, peut-être sur la plupart des actions de performance énergétique, que ce soit sur du photovoltaïque ou d'autres actions. Ceci dit, ce contexte a quand même clairement changé. Hein. Le driver du prix, du signal prix, qui est un élément moteur pour les maîtres d'ouvrage ou pour les gestionnaires de bâtiments tertiaires, eh bien, il a changé et il y a clairement un atterrissage de ce signal prix. Donc, il ne faut pas se cacher, c'était un driver. Mais de manière générale, sur la tendance lourde quand même, qui est globalement sur les 10 prochaines années, on peut imaginer, même s'il y a toujours de l'incertitude, que les prix vont rester sur un plateau haut ou peut-être vont être réactivés à la hausse, notamment avec le contexte, vous le savez, de la libéralisation des prix, notamment de l'électricité, avec la fin de l'Arenh qui intervient cette année. Voilà. Après, on peut dire que ce mécanisme peut-être ce nouveau mécanisme ne fonctionnera pas ou fonctionnera moyennement. En tout cas, c'est un enjeu évidemment d'attention pour les industriels, mais aussi pour les gros consommateurs d'énergie. Et vous le savez, nous, on connaît particulièrement bien le patrimoine tertiaire, puisque on intervient notamment sur le patrimoine de la Poste, qui est la première foncière de France, voilà, avec environ 10 000 bâtiments. Donc on a quand même une bonne visibilité sur ce que consomme un parc comme celui de la Poste. Donc voilà, donc un contexte qui a évolué, un contexte de prix qui a changé, même si de manière générale, le plateau va rester assez haut, avec notamment des mécanismes d'approvisionnement qui, en tout cas, qui ont évolué notamment cette année. Voilà. Après, il y a aussi quand même, il ne faut pas se cacher, un contexte entre guillemets réglementaire et politique de manière générale qui incite à l'incertitude, on va dire à l'attentisme. Et vous le savez, bien sûr, avec la politique notamment commerciale qui affecte l'ensemble des industriels et des acteurs commerciaux, notamment internationaux. Voilà, donc je voulais juste rappeler ce contexte en prélude à notre conférence, puisque finalement ça impacte chacun d'entre vous et ça va impacter chacun d'entre vous. Voilà. Donc je vais juste simplement vous resituer un peu qui est Sobre Énergie, et puis après on va vraiment commencer dans le débat et dans la session en elle-même. Juste Sobre Énergie, c'est finalement un acteur qui existe depuis 2016, dont les actionnaires sont la Poste Immobilier et la Caisse des dépôts. Donc c'est finalement cet acteur relativement récent, sobre, a deux métiers. Un métier qui est celui d'éditeur
d'une plateforme de gestion d'énergie au départ qui avait pour objectif de servir les besoins de supervision des 10 000 bâtiments de la Poste, mais bien sûr qui s'est étendu à 8 000 autres bâtiments qui ont été ceux de 150 clients à peu près hors la Poste, et qui permettent bien sûr, l'objectif c'est d'économiser de réaliser des économies d'énergie de manière massive, le plus massif, par le fait bien sûr de connaître ces consommations et puis d'identifier des leviers et des gisements d'économie d'énergie. Voilà. Un autre, c'est aussi de la prestation intellectuelle, c'est-à-dire que nous avons quand même une quinzaine d'auditeurs et d'énergie managers. C'est un nouveau métier, un métier qui permet notamment à des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas forcément les ressources en interne, tout simplement de mettre en place des plans d'action. En 2022, il y avait eu 2023, il y avait eu notamment ces plans de sobriété qui étaient des actions un peu en urgence et qui ont plus ou moins été prolongées dans leur durée de vie, mais qui ont été justement activés et gérés, pilotés par ce type de profil, des energy managers qui se basent finalement sur des données objectives qu'ils vont pouvoir récupérer, identifier, partager avec leurs clients grâce à cette plateforme qui s'appelle Datamark Neo, on va le voir. Donc, Sobre Énergie, effectivement, c'est 50 passionnés de l'énergie et du bâtiment, donc avant tout sur du bâtiment tertiaire, et qui est en capacité, avec cette plateforme qui a une nouvelle version en 2024, grâce notamment avec de l'intelligence artificielle générative, et c'est pas un gros mot, ou en tout cas, évidemment tout le monde utilise ce type d'argument, mais Sobre Énergie, avec cette plateforme Datamark Neo, utilise une stack technologique qui est relativement innovante, qui s'appelle Databricks, et qui permet notamment de piloter, de structurer la donnée de manière efficace pour être prête pour l'IA, et notamment utiliser l'IA générative. On utilise déjà l'IA générative en tant qu'energy manager. En tant qu'energy manager, on est en capacité de faire tout simplement des requêtes en langage naturel pour faire des recommandations hyper personnalisées à nos clients. Et ça, c'est une valeur unique. Notre objectif est vraiment ensuite de le pousser à nos utilisateurs sur le deuxième semestre 2025 à travers des assistants qui permettront donc à nos clients de réaliser de la même manière que vous le faites sur ChatGPT, mais sur sa base client, sur sa base de données énergétiques, sur sa base patrimoniale, pour pouvoir avoir des réponses très personnalisées. Donc ça, c'est effectivement une valeur unique sur cette plateforme. Ensuite, bien sûr, la dimension études énergétiques, études et aussi énergie management. Et enfin, un troisième pilier qui est effectivement la sensibilisation. La sensibilisation, ça passe par souvent des ateliers. Et nous sommes effectivement éditeurs d'un format que vous connaissez peut-être si vous allez sur le site fresquedelasobriété.org. Vous verrez qu'il y a un format qui permet, sur le modèle des fresques du climat, finalement, mais orienter solutions, puisque le but c'est quand même d'améliorer les choses et de trouver des solutions, et de sensibiliser les mainteneurs et parfois aussi les dirigeants, parce qu'il y a une logique organisationnelle, il y a une logique de sensibilisation pour pousser les dirigeants à prendre des décisions et à réaliser des actions de performance énergétique qui ont du sens au-delà de la dimension réglementaire. Et on va voir cette dimension réglementaire dans un instant. Voilà, donc ce matin, on va parler de ce sujet du contrat de performance énergétique. Ce contrat de performance énergétique, c'est quelque chose qui existe quand même déjà depuis longtemps. Et puis ici, on est dans la région Aura. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est finalement une région où l'observatoire des contrats de performance énergétique l'établit. C'est finalement la région qui a fait le plus de contrats de performance énergétique en France. Donc on est vraiment ici, dans cette région, là où on se trouve, on est au cœur, en tout cas, d'un savoir-faire, d'une volonté de mettre en œuvre, et ça demande de l'ingénierie, ça demande des compétences, de l'ingénierie juridique, de l'ingénierie technique, et en même temps une volonté du maître d'ouvrage. Donc je salue, donc je ne sais pas, en tout cas ce sera l'occasion d'échanger après, peut-être dans les questions, s'il y a des retours d'expérience évidemment de certains d'entre vous, et ça nous intéresse effectivement de pouvoir profiter de vos avis et de votre retour d'expérience. Donc c'était un petit clin d'œil pour les locaux de l'étape, mais en même temps ce levier, il n'est pas encore généralisé, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits.
et notamment d'un point de vue réglementaire pour inciter un certain nombre de, par exemple, collectivités locales pour réutiliser ces marchés globaux de performance qui est finalement une variante du contrat de performance énergétique, notamment par une loi de 2023 qui a fait l'objet d'une certaine publicité et donc à une incitation aux maîtres d'ouvrage à utiliser ce véhicule. Donc voilà, il y a une nouvelle possibilité via ces contrats de performance énergétique et au-delà de la dimension réglementaire. Mais cette dimension réglementaire, elle est incontournable, même si elle est un peu attaquée, on l'a dit en introduction, par le contexte un peu politique ou le contexte, on va dire, l'ambiance générale. Je fais référence bien sûr à, par exemple, à la loi Omnibus sur la CSRD. Bref, là, vous savez qu'il y a des remises en cause qui sont importantes, également aussi sur la loi APER, ou tout simplement aussi sur la remise en cause des fiches C2E. Encore hier, une dizaine de fiches C2E vont être quasiment décommissionnées. En tout cas, il y a de fortes probabilités que ça se réalise. Donc là, effectivement, il faut et donc, on verra d'ailleurs dans un deuxième temps que les solutions de financement innovantes sont particulièrement intéressantes pour justement compenser et trouver d'autres solutions pour avancer dans la logique de transition énergétique et de décarbonation. Maintenant, il faut avoir quand même en tête les deux piliers qui concernent les maîtres d'ouvrage du tertiaire. Et pour le coup, le décret tertiaire reste quand même la pierre angulaire, sans jeu de mots, de l'ensemble du dispositif qui touche le tertiaire, avec cet objectif, en tout cas à très court terme, c'est en 2030, de moins 40%. Et donc, je tiens à souligner d'ailleurs que le dernier arrêté valeur absolue 6 qui concerne le commerce, quand même, qui représente 18% des surfaces tertiaires assujetties, eh bien, a été mis en consultation hier. Et donc, certainement, en tout cas, ils tiendront leur promesse de terminer le dispositif qui, maintenant, arrivera à maturité. Et on va le voir ensuite, notamment avec les attestations et les notes qui sont liées au bâtiment et qui sanctionnent ou pas la trajectoire du bâtiment. L'autre aspect, et on va le voir avec toi, Maxime, toi qui connais quasiment par cœur le décret BAX, finalement, c'est l'articulation avec le décret BAX, qui est une solution qui oblige finalement les maîtres d'ouvrage qui sont assujettis avec notamment cette barrière à 70 kW qui a été élargie en 2023 et qui les pousse à mettre en œuvre en tout cas des solutions d'automatisation du bâtiment par raccourci, on va dire GTB, mais ce n'est pas mentionné dans le décret comme ça. Voilà. Et derrière ça, ça ouvre des possibilités sur de la flexibilité, sur notamment l'utilisation d'usages nouveaux. Et là, on peut aussi dire quand même que les bornes de recharge, vous le savez, c'est obligatoire pour les bâtiments tertiaires avec la loi LOM, avec une borne toutes les 20 places à partir du 1er janvier 2025. Et nous, on le voit sur le parc de La Poste, quand même que maintenant, l'électrification des véhicules, ça se voit. Et pour le coup, La Poste a été quand même pionnier, pour reconnaître quand même cette avancée à La Poste, qui a été pionnier sur l'électrification des flottes de véhicules. Et vous le voyez tous les jours lorsque vous avez dans les rues certainement de vos villes. Et donc, ça commence à se voir quand même dans les consommations qui augmentent, notamment via ce poste. Et donc, évidemment, la flexibilité, l'utilisation des heures pleines, heures creuses, l'utilisation de l'autoconsommation pour partiellement alimenter éventuellement ces usages électriques, cette demande électrique qui augmente, notamment grâce à cet usage, eh bien, c'est la flexibilité, l'effacement, le pilotage, le signal prix a particulièrement du sens sur cet usage. Donc, je reviens juste un instant sur le décret tertiaire. Pourquoi il y a une actualité qui est assez prégnante sur ce décret tertiaire? Juste, je pense que vous le savez, mais les attestations, elles sont actuellement provisoires. Donc les attestations, c'est quoi? Vous voyez cette petite trajectoire ici sur laquelle est positionné potentiellement le maître d'ouvrage avec son parc. C'est-à-dire qu'il a défini son année de référence avec sa consommation, à partir duquel est calculé l'objectif à atteindre en 2030 en valeur relative. Et cette attestation, elle vise simplement à sanctionner, à identifier, à donner de la transparence
à un éventuel acquéreur qui serait intéressé par cet actif, pour savoir si cet actif il est bien positionné pour atteindre l'objectif ou non. Voilà. Donc si je faisais une comparaison par rapport au DPE d'un résidentiel, finalement, ça donne de la transparence finalement dans une logique de marché et permet à un éventuel acquéreur en tout cas de connaître exactement l'effort qu'il aurait à faire pour le remettre en conformité ou tout simplement pour lui aussi limiter les charges d'exploitation liées à l'énergie de son bâtiment ou du futur bâtiment qu'il souhaiterait acquérir. Donc ça, c'est une réalité de juillet 2025, c'est-à-dire que ces attestations, elles vont devenir définitives. Pourquoi elles étaient provisoires? Parce que comme il y avait le valeur absolue 6 qui n'était pas publié, elles étaient mises en provisoire. Et comme le valeur absolue 6 va être publié en juin, enfin certainement en juin, puisque maintenant il est en consultation, eh bien elles vont devenir définitives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont être obligatoirement affichées dans les bâtiments. Donc tous les gestionnaires vont devoir se faire cette démarche-là. Donc ce sera peut-être un électrochoc pour eux. Et puis ensuite, eh bien, vis-à-vis des acquéreurs potentiels, il y aura tous ces documents qui seront, et cette note qui sera partagée à l'acquéreur. Donc évidemment, on peut imaginer que si on n'est pas bien orienté dans la trajectoire, il y aura forcément une négociation sur des travaux, etc. et sur la valorisation. Donc tous ceux qui auront fait l'effort, ils auront une valeur verte potentielle identifiée, en tout cas par rapport aux autres, tout est relatif. Bien sûr, les standards de l'immobilier commercial, c'est toujours l'emplacement et un certain nombre d'autres critères, le taux de vacances, etc. Mais ce critère-là, en tout cas de valorisation, d'identification des actions de performance énergétique qui ont été réalisées avec l'indicateur de consommation kilowattheure au mètre carré, par exemple, ça, c'est des éléments qui sont très concrets et qui permettent de donner de la transparence à un éventuel acquéreur et donc à la valorisation du bien sur le marché. Tout commence par, donc je vais simplement juste dire que le contrat de performance énergétique, et là on était sur le fait d'avoir une idée de la valorisation du bien. Maintenant, quand on recherche des solutions pour financer et se remettre en action et financer des actions de performance énergétique, le contrat de performance énergétique, c'est effectivement une solution qui est intéressante et qui permet, mais à certaines conditions, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas entre guillemets à l'aveugle. Il faut faire bien sûr une étude, ou en tout cas un audit énergétique approfondi qui permet justement d'établir les indicateurs dont on a parlé. Voilà, donc ce schéma-là, et on le verra avec toi Stéphane plus en détail, c'est quoi? C'est tout simplement une entreprise, une collectivité locale qui souhaite mettre en œuvre un certain nombre d'actions de performance énergétique. Il y a en face potentiellement une entreprise de travaux, une entreprise qui va réaliser les actions de performance énergétique. Alors soit elle est en capacité en tant que contractant général de tout faire, soit c'est un spécialiste par exemple de la GTB, et Maxime pourra témoigner en tant qu'intégrateur GTB. Ces deux acteurs passent un contrat. Ce CPE présente un objectif de diminution des consommations d'énergie, et ce n'est pas un objectif qui est faible, c'est un objectif qui est mis dans un contrat et qui lie l'entreprise de travaux ou l'intégrateur GTB par exemple. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir tenir cet objectif. Alors bien sûr, pour tenir cet objectif, il faut objectiver aussi les données énergétiques de manière totalement non contestable, et c'est pour ça qu'effectivement il y a des acteurs comme Sobre ou d'autres qui sont les tiers certificateurs de cette donnée, de cet objectif qui est réalisé. Les entreprises de travaux en charge des travaux, bien sûr, doivent suivre au cours du cycle de vie, et notamment du contrat, cet objectif. Et donc il y a souvent, et toi tu vas nous le dire tout à l'heure peut-être, un contrat d'exploitation notamment qui permet de tenir ce suivi en tout cas. Voilà, donc quand on réalise effectivement ce type de mécanisme qui est quand même maintenant qui commence à se généraliser, c'est bien sûr pour réduire la facture d'énergie, donc ça c'est évident, décarboner le bâtiment, passer éventuellement, abandonner le fossile, on l'a vu, je pense que vous avez bien compris que l'électrification des véhicules c'est un usage qui doit se généraliser. Et en tout cas, il y a un effort qui est fait, notamment sur les C2E, pour favoriser la mobilité électrique. Et ça, c'est plutôt positif, même si il y a toujours des freins, et souvent des freins d'incertitude, c'est très humain. La valorisation du parc, bien sûr, j'ai beaucoup insisté sur ce point.
En moyenne, l'Observatoire des contrats de performance énergétique établit que c'est généralement 30% qui peut être atteignable. Bien sûr, ça dépend de là où on part, entre guillemets. Il n'y a pas de magie. Hein. Si vous êtes déjà hyper sobre, vous aurez du mal à faire moins 30%. Voilà, donc le mécanisme ou le tunnel, les étapes qu'il faut avoir en tête, c'est on commence toujours par une planification et généralement des actions de performance énergétique, et ça passe forcément toujours par un audit. Ensuite, mise en œuvre avec les entreprises de travaux, avec l'intégrateur GTB par exemple. La mesure des résultats, et là vous avez potentiellement des plateformes qui peuvent aider, qui sont particulièrement orientées sur le pilotage d'un contrat de performance énergétique, c'est le cas de Datamark Neo. Et puis après, il y a des ajustements. Et là, il peut y avoir besoin d'un expert, d'un energy manager. Éventuellement, ça peut être des mainteneurs qui peuvent faire ou alors des energy managers en interne. Ça existe. Voilà, donc ça c'est le type de fonctionnalité qu'on peut trouver. Donc on compare finalement les consommations modélisées, projetées sur la base d'un objectif, et on va comparer à la réalité. Et ça, c'est de manière objective quelque chose qui permet en tout cas d'aligner l'ensemble des parties prenantes sur les faits et les données. Voilà. Je vais laisser parler donc, le spécialiste de la LATB. L'action de performance énergétique, c'est emblématique, on va dire, c'est quand même la GTB, on va dire, sur ces 2 dernières années. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, puisque les chiffres qui sont déjà obsolètes établissaient qu'il y avait environ 6% des bâtiments tertiaires qui étaient dotés de GTB. Il y a du chemin qui a été fait, mais peut-être qu'on est encore autour de 10-15%. Ça, c'est des chiffres qui ont été actualisés. Voilà, donc je te laisse nous préciser en tout cas ton retour d'expérience et comment tu vois les choses sur la mise en œuvre de GTB, notamment dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si au niveau micro, ça va, vous m'entendez bien. Tout d'abord, merci à Arnaud et à Sobre pour l'invitation ce matin afin que je vienne présenter la GTB. Je vais revenir dessus pour vous expliquer ce qu'est la GTB. Excusez-moi. Parce que je pense que tout le monde n'est pas au clair sur ce qu'est la gestion technique du bâtiment. Donc l'idée, ça va être de vulgariser. Alors pour commencer, juste un petit mot sur moi. Je m'appelle Maxime Duvauchel. Je suis le fondateur et président d'Alva Systems. La particularité, c'est que j'ai créé une entreprise dans l'énergie, mais je ne suis pas ingénieur. C'est peut-être la différence fondamentale. Je viens du droit. Donc c'est rare de voir un juriste débarquer dans l'énergie, notamment dans les travaux, si je vulgarise un peu la chose. Mais c'est pour ça que j'aime vulgariser, j'aime expliquer les concepts aux gens et pas rester dans de la novlangue, parce que GTB, ces acronymes-là, ça peut vite devenir ennuyant et puis incompréhensible pour le commun des mortels, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des entreprises qui ont besoin de diminuer leur facture d'énergie, leur consommation. Et si on n'explique pas, si on n'est pas pédagogique, c'est beaucoup plus compliqué. Un mot en bref sur Alva Systems. On est une entreprise assez jeune, française. On a été créé il y a à peu près 4 ans et on se définit comme une PME innovante, européenne. Et sur notre activité en tant que telle, nous sommes une entreprise, j'aime définir cela comme ça, technologique de services énergétiques. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de piloter l'énergie du bâtiment, le chauffage, la ventilation, l'énergie. Et quand je dis entreprise de services énergétiques, c'est que nous nous occupons de toutes les phases. Nous allons être là en phase de conceptualisation, en phase de déploiement-installation, en phase d'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé, on ne part pas, on reste. Enfin, on essaye en tout cas, si le client le souhaite. Mais aussi, on va travailler avec des partenaires pour vous apporter les solutions de financement qui vont vous permettre de baisser vos consommations d'énergie et, au demeurant, de répondre aux réglementations européennes. Là-dessus, donc partenaires financiers comme ceux qui m'entourent et aussi BE et solutions logicielles pour suivre vos consommations. Enfin, on a toute une suite de partenaires pour cela. Sinon, en bref, on est aujourd'hui positionné sur 4 pays européens. Notre cœur vraiment commercial, c'est la France et l'Espagne, mais on commence à aller un petit peu plus vers l'Est, au Luxembourg et à Dortmund. Parmi nos clients, nous comptons notamment le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, Ikea, Intermarché, Leclerc, etc., etc. Donc on a quelques références qui sont assez intéressantes et je pourrais vous présenter quelques cas d'usage à la fin pour bien illustrer ce qu'est ce système qui est la gestion technique du bâtiment. Désormais, rentrons dans le vif du sujet. Ah, excusez-moi, c'était la partie référence. Hop,
rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la gestion technique du bâtiment ? On va gommer ce mot GTB. Ceux qui connaissent savent ce que c'est. Maintenant, on va entrer dans une définition claire. La gestion technique du bâtiment, c'est un système de pilotage énergétique des bâtiments. Ça veut dire que dans un bâtiment, on a du chauffage, on a de la climatisation, on a de l'éclairage. Eh bien, on va venir connecter toute une suite d'automates, de capteurs, pour prendre le contrôle de ces systèmes et ensuite les automatiser. Pourquoi faire ? Je vous prends un exemple très concret dans cette salle. Vous avez le thermostat qui est là-bas au Honeywell. Dessus, on règle sur la molette la température qu'il y a dans cette salle, 21 degrés, 19 degrés, etc. Nous, on fait la même chose, mais de manière informatique. C'est-à-dire que vous allez avoir un logiciel qui va venir contrôler, alors je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais imaginons que ce soit une pompe à chaleur qui émet la chaleur ici et la climatisation. Nous, on va la contrôler pour qu'il y ait de telle heure à telle heure ici, selon ce que souhaite l'occupant et le propriétaire, 19 degrés, 20 degrés, 21 degrés, peu importe. C'est ça, la GTB. C'est pareil avec l'éclairage. L'éclairage, on va l'allumer de telle heure à telle heure dans telle zone, on va l'éteindre de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi, etc. C'est ça que ça vous permet tout simplement, c'est qu'on va venir en quelque sorte numériser les systèmes techniques du bâtiment pour en prendre le contrôle, l'automatiser, et pour que vous ayez aussi vraiment en quelques clics la possibilité d'orienter les températures, l'éclairage, etc. et réduire vos consommations d'énergie. Donc ça, c'est le premier point pour bien expliquer ce que fait la GTB en tant que telle. Ensuite, la GTB, elle va aussi compter. Elle va suivre votre énergie. On va pouvoir suivre l'électricité, l'eau, le gaz, en mettant là aussi des capteurs pour remonter la donnée. Et ça peut se faire vraiment sur des choses très, très, très anciennes. Parce que là, je suis en train de vous détailler un système qui paraît très moderne. Mais dites-vous qu'on l'a quand même installé sur le château du comte de Voisenon, en région parisienne. C'est un château qui a été construit au XVIIIe siècle. Donc c'est pour vous dire que ça s'installe sur tout type vraiment de système, des vieilles chaudières, des vieux radiateurs. On a installé ça sur un radiateur qui avait plus d'un siècle. Donc, et ça fonctionne aujourd'hui. C'est peut-être le site où on a le moins de problèmes, beaucoup moins qu'avec des hypermarchés, par exemple. Donc c'est juste la parenthèse là-dessus. Donc voilà ce qui est en bref la GTB. Je ne vais pas passer une heure dessus parce qu'on a un temps qui est limité. On pourra revenir dessus s'il y a des questions en tant que tel sur ce qu'est ce système dans le détail. Mais tout ça pour vous dire d'où vient la GTB. C'est un système qui a plus de 30 ans. Alors, la technologie a fait qu'on a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui et de moyens pour faire des choses formidables et puis piloter finement le chauffage, plus qu'avant bien entendu. Mais aujourd'hui, on en parle parce que c'est une obligation légale. C'est une obligation qui émane de cette directive sur la performance énergétique des bâtiments, directive européenne qui a été transposée au travers de la loi Elan, qui ensuite a traduit décret tertiaire, décret Bax, loi APER, etc. Tout ça vient de l'Union européenne. Et l'Union européenne a dit quelque chose de très simple, c'est que les bâtiments tertiaires qui ont une certaine puissance d'équipement, une certaine puissance de chauffage, climatisation, doivent installer ce système. Parce que ça paraît logique, il faut qu'à partir de 2025, dans l'Union européenne, tous les bâtiments deviennent intelligents, soient automatisés. Et aussi, c'est une question, si vous voulez, c'est le moment de tout remettre d'équerre, parce que vous l'avez peut-être vécu, vous le vivez peut-être en ce moment, mais on a plein de bâtiments, des énormes tours, même à la Défense, un peu partout dans l'Union européenne, où on peut avoir la climatisation qui va souffler en même temps que le chauffage. Ça existe, où on se les gèle en hiver, on a trop chaud en été. Et déjà, régler ces situations, c'est un pas en avant. Parce que ces situations, elles existent, elles sont fréquentes là-dessus. Et donc, ça vient de là. Il y a un cadre réglementaire, mais au-delà du cadre réglementaire, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est avant de savoir quel système on va installer, comment on va le conceptualiser. Et pour conceptualiser une GTB, c'est pas évident, puisqu'on peut demander des tas de choses, comme on peut demander moins de choses, et on a du mal à comprendre ce qu'on veut au final. Est-ce qu'on veut que l'éclairage soit modulable ? Est-ce qu'on veut que la chaudière elle soit reprise ? C'est très compliqué d'aller dans le fond des choses. Et donc c'est pour ça que des référentiels sont sortis. Vous avez peut-être entendu parler d'une certaine norme ENEF et de classes de performance énergétique, de GTB classe A, classe B, classe C, pour ceux qui sont un peu dans le sujet. Donc ça, c'est une norme de droit souple. Ce n'est pas un texte obligatoire qui est venu classifier le système. Un peu comme les DPE. On parlait juste avant. Les DPE donnent une note sur la consommation du bâtiment. On a fait la même chose avec la GTB au travers d'une norme de droit souple. Cette norme donne un cadre, elle n'est pas obligatoire. Et c'est justement un peu l'abus qu'il y a aujourd'hui sur les maîtrises d'œuvre, etc., où il y a cette confusion. Où on dit « je veux un système de pilotage énergétique, une GTB de classe X ».
mais c'est pas du tout obligatoire et c'est très peu maîtrisé par l'ensemble des acteurs. Ça peut être un référentiel, en effet, qui est très intéressant, qui est très poussé, mais il faut bien le contrôler là-dessus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore assez flou. Je vous le cache pas, même chez les grands groupes, je vais pas les citer, la pratique d'installation, la pratique de conceptualisation n'est pas au clair et n'est pas mature. Alors, en France, on est plus avancé, je vous le dis. Même si je trouve qu'elle n'est pas encore mature, mais on apprend au fur et à mesure, même nous, hein. On est un nouvel acteur, il faut rester humble aussi, ça prend du temps, tout ça, c'est de l'expérience, c'est de la pratique, et on découvre tous ça, c'est nouveau. Mais en France, on est plutôt avancé, dans les autres pays européens, on est assez reculé, mais dites-vous qu'on est au début de quelque chose. Clairement, tous les bâtiments sont loin d'être équipés de ce type de système aujourd'hui, et d'autant plus de ce type de système qui fonctionne. Parce que l'entretien derrière n'est pas évident. Quand vous demandez une Ferrari, il faut aussi le pilote qui va avec, en gros. C'est ce que je dis souvent. Il ne suffit pas juste d'avoir la voiture, il faut aussi savoir la conduire. Brièvement, pour terminer et pas dépasser trop le temps et pouvoir passer la parole juste après, je reviens à la problématique financière. Là, j'ai fait une brève introduction et un résumé de ce qu'est la GTB, la problématique financière. Comme l'a évoqué Arnaud, ce type de système, que ce soit l'installation d'une pompe à chaleur qui va remplacer une chaudière, une GTB, ça a un coût. Vous l'imaginez bien, après toutes les fonctionnalités et les bénéfices que je vous ai cités, tout ça a un prix. Qui n'est pas forcément soutenable pour toutes les entreprises, surtout dans le contexte économique que l'on vit aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle des CAPEX, donc des investissements qui sont assez lourds. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le contrat de performance énergétique va permettre aussi de calculer les économies d'énergie que va générer le système GTB et d'utiliser cela comme un moyen de financement pour lisser les coûts et puis remettre ça sur des loyers qui vont être compensés sur votre trésorerie par l'économie d'énergie. Et la GTB prend tout son sens là-dedans, déjà parce qu'elle est financée. Et je vais en finir là. C'est aussi dans l'autre sens. C'est compliqué de faire un CPE sans GTB, puisque la GTB, c'est le pilote. C'est ce qui va piloter tous vos systèmes. Donc même si on a rénové votre bâtiment, on a remplacé votre chaudière par une pompe à chaleur, c'est très bien. C'est comme si on venait de remplacer votre voiture au diesel par une voiture électrique, mais il faut la piloter maintenant. Parce que si avec votre voiture électrique, vous roulez à 140 sur l'autoroute, vous n'allez pas aller bien loin. Mieux, c'est de rouler à 110. Enfin, c'est des régulations. Et donc, c'est ça que va apporter la GTB. Ça va être le pilotage du bâtiment et de ces systèmes énergétiques qui vont pouvoir être rénovés, en fait, au travers du CPE. Mais c'est la GTB qui va donner les consignes et qui va vous assurer d'atteindre l'économie d'énergie qui a été promise et sur la base de laquelle un financement a été généré. Et donc, voilà, j'en terminerai là pour la présentation de la GTB. Merci Maxime. On va pouvoir justement rentrer dans le détail sur le financement avec Stéphane, ton montage innovant. Et voilà, on va devoir passer, c'est pas grave, justement sur le montage innovant que vous proposez à la Sofiac. Là, on va rentrer dans un autre modèle qui est tout à fait intéressant et qui complète un peu ce qu'a dit Maxime. Merci Maxime, merci Arnaud. Vous m'entendez? Je ne sais pas si ça... Oui, ça marche. Merci pour l'invitation. Donc, on a bien compris que pour faire des économies, donc il y a un certain nombre de choses à mettre en place, des systèmes de monitoring, de la GTB. Quand on a un parc de bâtiments qui est relativement large ou même un gros bâtiment, on peut se retrouver devant la problématique de financement. Souvent aussi, c'est l'occasion, quand on remet à niveau le bâtiment, de regarder ce qu'on peut investir de plus dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on peut changer. On parle de mettre à niveau les chaudières. Il y a un certain nombre de choses qui fait que on va se retrouver devant la problématique de financer tout ça, parce que finalement, ça peut coûter relativement cher. Donc, c'est là où nous, on peut intervenir. Nous, Sofiac, donc, on est ce qu'on appelle plus généralement un tiers investisseur. Donc, on est là pour investir à votre place dans le projet de rénovation énergétique. Un projet qui peut concerner tout un tas de choses. On va investir, on va payer 100% des travaux et on va se rémunérer sur l'économie qui va être réalisée dans la durée par tous ces travaux qui ont été faits. Derrière nous, alors on est relativement récent, on a été lancé l'année dernière, on a un certain nombre d'investisseurs et de prêteurs qui nous ont mis à disposition des fonds. Donc, en particulier, on a l'ADEME qui est investisseur dans Sofiac par l'intermédiaire de leur branche investissement. On a également Mirova, donc, qui est un fonds d'investissement spécialisé en transition énergétique.
Et puis un certain nombre de banques, vous voyez là, BNP, la Banque Postale, Mitsubishi Bank, donc qui ont mis de l'argent dans Sofiac pour nous permettre d'investir dans vos projets. On investit, alors là, je l'ai mis, on investit à partir d'1 million d'euros. Alors ça peut paraître beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont dire oulala, mais c'est beaucoup, beaucoup. Sauf que ça va très vite. Quand vous commencez à regarder, vous allez installer une GTB, puis après vous allez dire il faut aussi que je mette des bandes de charge, il faut que je mette des ombrières, il faut que je mette et puis tiens, je vais rajouter ci et ça, et le million, on l'atteint très vite. Et ensuite, nous, on regarde un investissement, ce qui peut être multisite. C'est-à-dire que ça peut être, et on travaille sur certains projets où en fait, on va avoir une 50aine de bâtiments, où finalement, on va avoir quelques petits travaux dans chaque bâtiment, mais qui en global fait qu'on atteint le million d'euros minimum pour qu'on puisse investir. Nous, on va se rémunérer sur la durée, donc en fait, sur des durées de 10 à 15 ans. Donc en fait, si vous voulez, on va aller installer les équipements, payer, et puis ces équipements vont générer des économies que vous payez déjà en fait. Ce qui se passe, il faut bien réaliser que finalement vous n'allez payer rien de plus parce qu'en fait aujourd'hui vous payez déjà votre énergie et les travaux que vous allez faire vont réduire votre facture énergétique et c'est sur ça que nous on va se payer. C'est-à-dire qu'on va capter une partie de l'économie pour rembourser le projet. Donc au niveau du modèle, pour rentrer un peu plus dans les détails, on a parlé de contrat de performance énergétique, c'est exactement le modèle qu'on utilise pour nous. Donc vous voyez là à l'écran en fait les différents intervenants. Nous on va être, si vous voulez, l'ensemblier, on va aller payer l'entreprise qui va réaliser les travaux et on va signer un contrat de performance énergétique avec cette entreprise. On va payer l'intégralité des travaux. On va également signer avec avec vous, avec le client final, on va signer un autre contrat de performance énergétique qui, lui, va être en partage d'économie. C'est-à-dire que vous allez vous engager à nous partager une partie des économies d'énergie, donc ce qui va nous permettre de nous rembourser sur les travaux qu'on a pu payer au départ. Et puis, très important aussi, on utilise une tierce partie indépendante pour la certification des économies d'énergie. Parce qu'en fait, ça peut venir assez complexe de calculer les économies d'énergie. Ça paraît très simple sur le papier, mais Arnaud sourit parce qu'il connaît bien ça, mais très vite, vous allez rentrer dans des complexités parce que il va falloir prendre en compte, si vous voulez, l'évolution du bâtiment, l'utilisation du bâtiment, les effectifs du bâtiment, le facteur climat, il fait plus chaud, moins chaud cette année. Finalement, c'est pas parce que vous avez installé des équipements, s'il fait plus chaud, que ça va pas faire d'économie. Mais il faut calculer tout ça, vérifier tout ça et neutraliser, si vous voulez, et vraiment regarder les économies réelles qui ont été générées par le projet lui-même et les équipements qui ont été installés. Donc c'est pour ça qu'on utilise une tierce partie indépendante. Aujourd'hui, on travaille avec Afnor Energy, mais on peut travailler avec d'autres sur ça. C'est vraiment une certification et qui vous garantit que l'économie est bien réelle. Et cette tierce partie est indépendante de tout le monde pour dire oui, les économies sont bien réelles, elles ont bien été réalisées. Je vais prendre au niveau de ce qu'on fait Sofiac, c'est pas juste du financement, c'est-à-dire qu'on est capable, ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'on les accompagne dans toute la chaîne de valeur et on est capable de faire un accompagnement complet. Ça va du démarrage, du bilan carbone, de l'audit énergétique. Alors, ce n'est pas nous qui allons le faire, on va utiliser des partenaires pour ça, mais c'est nous qui allons le payer. C'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer les coûts de tout ça dans les coûts de projet et, encore une fois, remboursés par les économies qui seront faites par le projet dans la durée. Donc là, l'idée, c'est vraiment pour les entreprises qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas l'expertise, on est capable de prendre tout en charge et de faire intervenir tout un écosystème de partenaires pour vous aider à réaliser votre projet. Juste rapidement quelques exemples de projets pour vous donner une idée plus concrète. Donc là, on parle d'un collège privé, 47 000 m², donc pas tout petit. Et donc on fait en général, et c'est pour ça que les montants d'investissement grossissent assez vite, c'est qu'on essaye de faire des bouquets de travaux, de regarder tout ce qu'il est possible de faire pour faire des économies. Là, on a un projet où l'investissement, c'était 2 millions d'euros avec 175 000 euros d'économies annuelles.
et des réductions, vous voyez, de gaz à effet de serre et de consommation. Mais vous regardez le bouquet de travaux, il y a tout un ensemble de choses, de l'éclairage, de la récupération de chaleur. La GTP pas mentionnée, mais il y avait aussi de la GTB. Voilà, il y a vraiment tout un ensemble d'éléments qui ont été faits pour réduire ces consommations. Alors l'intérêt de Sofiac, c'est que vous pouvez... Alors c'est surtout vrai dans l'industrie, c'est que beaucoup d'industriels font des projets et peuvent investir sur des projets d'économie d'énergie, mais en général, leur direction financière leur dit « Ah oui, mais il faut que ce soit rentable en moins d'1 an, moins de 2 ans, moins de 3 ans ». Et donc ça limite très fortement la capacité d'intervention et le type de travaux que vous pouvez faire. L'intérêt de travailler avec Sofiac, c'est que nous, on n'est pas limité par ça. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où ça génère des économies, on est capable d'investir sur des durées très longues. Donc on va parler de projets qui ont des temps de retour de 8 ans, 9 ans, on peut aller jusqu'à 10 ans. Et donc ce qui permet de faire vraiment des projets extrêmement structurants, et simplement parce que pour nous, ils seront rentables, ils se payent par les économies, sauf que c'est très long, et nous, on est capable d'attendre des durées très longues que en général les entreprises ne font pas. J'ai un autre exemple là, alors c'est un autre... je dirais c'est le même style, hein, mais c'est un centre de recherche en biotechnologie, donc c'est aussi du tertiaire. Et là, 2,3 millions d'investissement, un contrat de 12 ans dans ce cas-là. Et puis, il y avait surtout une grosse réduction parce qu'il y a eu remplacement de chaudières gaz. Et donc là, grosse réduction du fossile, qui était l'objectif du client. Voilà. C'est ce que je voulais présenter rapidement sur Sofiac. Merci Stéphane. Alors on a peut-être encore 1 ou 2 minutes pour s'il y a des questions. Donc si en tout cas vous voulez prolonger cette réflexion, sachez que est disponible ce guide du contrat de performance énergétique. Il y a notamment une petite interview de Jérôme Lépée qui est un juriste, un avocat en tout cas qui est très éprouvé justement sur les contrats de performance et qui a une longue expérience sur le sujet des contrats de performance énergétique. Donc n'hésitez pas à prendre connaissance de cette ressource ou tout simplement de nous retrouver sur le stand. Il est tout à fait disponible aussi en distribution. Donc s'il y a des questions, en tout cas n'hésitez pas, ou des retours d'expérience, puisqu'ici il y a ce que je disais en introduction, il y a des locaux d'étape qui ont peut-être en tout cas une expérience en contrat de performance énergétique. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors ça, ce sont des micro-filaires, donc ça va être pas super pratique, mais je pense que là on peut prendre la parole même sans micro. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, des réactions? En tout cas, on est preneur de vos remarques ou commentaires. Oui, je vous en prie. Oui, je suis Nina Yufata. Je ne connaissais rien du tout, je n'avais pas du tout entendu parler de tout ça. Mais moi, je viens des dom-toms, on a Viviane et vous avez représenté la France tout à l'heure. Il nous manque toujours quelques petits territoires, et donc je voulais savoir si on faisait partie de ça et si on avait les mêmes délais que vous pour la mise en œuvre. Et au niveau des financements, est-ce que ce sont les mêmes que vous, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques? Et au niveau du BTP, enfin moi qui suis dans le développement durable depuis 2011, on est toujours confronté aux mêmes problématiques. C'est qu'on ignore tout à fait nos contraintes qui sont différentes des vôtres. Même si aujourd'hui vous avez la climatisation que vous n'aviez pas avant, mais voilà, c'est juste ce que je voulais savoir. Est-ce que Oui, enfin nous en tant que Sofiac, on peut intervenir effectivement en Guyane, il n'y a pas de problème. Alors effectivement, hein, c'est pas les mêmes problématiques. Vous n'aurez pas forcément beaucoup de chauffage, vous aurez beaucoup plus de clim. Mais on a étudié déjà des projets dans les Antilles, donc plutôt sur de la climatisation. Après, techniquement, ça reste toujours pareil. Hein, c'est juste que les équipements et puis c'est pas tout à fait pareil, mais la logique reste la même. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres remarques ou des questions? Oui, alors n'hésitez pas à vous lever. Bonjour, c'est Marie-Claire de RTE. Je suis responsable du programme flexibilité de consommation et du coup je posais la question de comment vous intégrez cette notion peut-être pour faire évoluer justement les contrats de performance énergétique et également pour maximiser la rentabilité des GTB puisqu'effectivement ça permet une première étape de mieux piloter son bâtiment et de faire des économies d'énergie. Mais c'est un outil qui permet également de piloter pour placer la consommation au meilleur moment et négocier de nouveaux contrats de fourniture avec des tarifs qui vont.
Merci en tout cas pour cette remarque. Effectivement, donc RTE qui cherche effectivement à déplacer certains usages de manière opportune, notamment avec un signal prix, à condition bien sûr qu'il y ait des offres de fournisseurs d'énergie qui se fassent des heures creuses, heures très très creuses. Et bref, on peut tout imaginer. Il y en a eu dans le passé, il y en a peut-être pas assez. Et il y en aura peut-être d'autres. Simplement, moi j'avais juste une petite remarque, et Maxime, tu auras peut-être une remarque plus approfondie. Nous, notre expérience sur l'interopérabilité des GTB, la récolte des données, déjà, c'est pas gagné. Le pilotage, c'est encore moins gagné, et surtout sur le stock. Maintenant, après, on a de l'espoir que ça s'améliore, que la chaîne de commande permette l'effacement. Il me semble que sur ce salon, il y a Tilt, notamment, que nous regardons et qui, je pense, est dans votre programme et qui travaille sur notamment un certain nombre de bâtiments, notamment des hypermarchés ou des supermarchés. Je pense que là, ça peut aller dans le bon sens. Et à partir du moment où on a une plaque de plusieurs mégawattheures, ça peut avoir du sens et ça peut avoir un impact, puisque c'est ça qu'on cherche. Et notamment, les bornes de recharge doivent contribuer à un moment donné. On en a parlé rapidement. Oui, la flexibilité, c'est un sujet. Modulation du réseau, etc. On a le nucléaire, on a les ENR non pilotables. C'est un enjeu important. Après, de là à venir chercher sur le tertiaire la flexibilité, c'est une idée. J'ai pas d'avis, si ce n'est que c'est très compliqué aujourd'hui. Nous, on le voit parce qu'on a beaucoup de sites qui sont installés en GTB et on a essayé volontairement de faire des pilotes flexibilité avec Tilt. Tilt en fait un sur l'un de nos clients, également croisé. Et franchement, j'ai du mal à voir dans un espace-temps réduit un vrai impact sur la flexibilité des bâtiments tertiaires au travers des GTB, je précise, pour être très clair là-dessus. Il y a d'autres flexibilités en allant délester sur d'autres pays européens. Enfin, voilà. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, c'est peut-être ça le problème avec le Blackout. Mais la complexité, je dirais, c'est que le prérequis, c'est une GTB bien installée, interopérable, accessible. Et une fois qu'on a dit ça, on a compris qu'il va falloir du temps, qu'il allait falloir attendre, il faut être patient là-dessus. Et même nous, sur les GTB9 qu'on a pu installer, je dirais que les acteurs autour de la flexibilité tertiaire sont des acteurs plutôt start-up, SaaS, de la tech, qui ont leur univers. Et c'est pas évident de rentrer dans cet univers. Parce qu'il faut toucher à de la programmation énergétique, qui est plutôt l'apanage des techniciens GTB, des ingénieurs, pas informatiques, du coup. Et c'est là où ça se complexifie. Ça, c'est ce qu'on a constaté sur plusieurs pilotes. C'est pas évident. Après, l'autre frein, pour moi, c'est que, autre prérequis, il faut qu'on soit en électrification 100% des usages. Et la réalité, en tout cas, nous, la nôtre, alors on n'a pas tous les bâtiments de France, je parle vraiment, moi, d'Alva et de nos clients, surtout sur la grande distribution, on a encore du gaz. On a encore du gaz, on a beaucoup d'aérothermes gaz pour ces grandes surfaces. On a très peu d'électrification 100%. Donc c'est là où ça perd son intérêt un petit peu, mais c'est logique puisqu'on est sur la flexibilité électrique, je le rappelle, pour préciser à tout le monde, ça concerne l'électricité. Et donc pour l'instant, on est attentif à ça, on regarde, mais ça va prendre du temps. Je pense c'est un vivier, pourquoi pas, mais il y a encore quelques barrières là-dessus. Et la dernière, c'est l'intérêt financier, parce que quand on installe nous aussi une GTB, on doit montrer des ROI, les démontrer, etc. Parce que on vit dans un monde capitaliste, quand même. Les gens vont pas faire ça juste pour l'écologie, malheureusement. Et donc, quand on voit les revenus, c'est le propriétaire, l'occupant, ça va pas être sa priorité. Et c'est vrai qu'on a essayé plusieurs fois sur des gérants d'hypermarchés, supermarchés. Oui, quand ils nous disent 2 000 €, 3 000 € pour mon magasin par an, je m'en fous, quoi. Enfin, si ça me prend du temps, etc. La GTB, n'y touchez pas, elle marche. Alors, elle marche, n'y touchez pas. Et donc, il y a des freins. Après, sur l'idée, oui, c'est un sujet, c'est un enjeu, mais je pense que ça aura un impact d'ici 5-10 ans, sans trop me mouiller, le temps qu'on ait bien installer les GTB et influer la chose. Je vais juste rajouter quelque chose au niveau de Sofia, que nous, on travaille sur quelques projets comme ça, alors plutôt côté industriel, sur des projets d'hybridation. Donc on va retrouver des industriels qui vont avoir une doublette gaz et électrique et qui vont tenir compte de la flexibilité pour utiliser l'un ou l'autre. On commence à voir ça. Ouais. Et là, c'est plutôt assez rentable pour eux. Très bien. Bon, écoutez, on est arrivé au terme de cette session. En tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer. En tout cas, merci à Stéphane et à Maxime qui ont, sans langue de bois, partagé leur expérience. Et bon salon à vous et n'hésitez pas à venir nous voir sur les stands. Merci à vous. Bonne journée.